Point suivant de notre ordre du jour, mais vous savez que nous sommes parvenus à un accord ce matin sur le Jungerland. Una lista de peticiones de peticionarios. Sur le Jugendamt. Quienes les doy la bienvenida. Alors j'ai ici des personnes qui sont nos hôtes aujourd'hui en commission des pétitions. Alors la seule chose que je vais vous demander, puisque j'imagine que vous voulez intervenir, je vais vous dire la chose suivante. Nous devrons limiter votre temps de parole. Vous allez avoir 18 minutes de temps de parole. Est-ce que vous pouvez vous limiter à 3 minutes par personne? On me fait non de la tête. Cela fait 4 ans que nous attendons que notre pétition soit débattue. Elle a été enfin placée à l'ordre du jour et beaucoup de pétitionnaires qui auraient dû venir ne peuvent pas venir. Les quelques-uns qui sont venus doivent, après 4 ans, intervenir en 3 minutes. C'est intolérable. Madame, je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Mais à 18h30, laissez-moi terminer. Je vous ai écouté, madame. À 18h30, la commission doit terminer parce que les interprètes nous quittent. Et donc, vous voulez entamer tout un débat ici. Nous devons nous-mêmes intervenir. Vous, les politiques, la commission, tout le monde. Un débat, ce n'est pas que votre débat. Vous voudrez nous entendre aussi, je suppose. Si vous souhaitez tous intervenir, ce qui me semble logique et je m'en félicite, je regrette qu'après 4 années, comme vous le dites, à juste titre, vous êtes frustrés. Et il y a d'autres pétitions qui ont été traitées beaucoup plus rapidement au sein de cette commission-là. Je vous demanderai donc 3 minutes. Moi, je peux vous donner 4 minutes à chacun si ceci vous satisfait. Mais bon, cela fait grosso modo 25 minutes pour vos interventions. Et personne jamais au sein de ce Parlement n'a 25 minutes. Alors, je vous demanderai d'être concis, concret, et ensuite 4 minutes pour chacun d'entre vous, et nous aurons un débat. Parce que vous ne voudrez pas seulement faire vos commentaires, vous voudrez un véritable débat. Si lors d'un débat nous pouvons répondre, d'accord. Oui, mais bien sûr, c'est ainsi. Vous allez intervenir en premier, ensuite la commission interviendra. Il n'y a même pas de représentant de la commission. Bon, alors on me dit qu'il n'y a personne de la commission pour répondre aux pétitionnaires. Nous avons constaté que le député allemand qui avait essayé de faire en sorte que notre pétition ne soit pas débattue vient de partir. Oui, il y avait effectivement un député allemand, mais il vient de partir. Mais les règles sont que les pétitionnaires interviennent, la commission répond, et ensuite un débat est ouvert avec les députés et vous. En l'occurrence, bon, il n'y a personne de la Commission européenne. Et ça n'a rien à voir directement avec vous. Parce que nous avons décidé ce matin d'organiser ce débat. Donc, êtes-vous disposé à avoir ce débat avec nous? Mais si nous en parlons maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous resterons sans réponse? J'ai pas compris. Nous n'avons pas de réponse de la Commission européenne. Mais alors pourquoi on discute entre nous? Quel pourrait être le résultat? Ce n'est pas une polémique, c'est une question. Je veux comprendre de quoi il s'agit. Nous vous expliquons volontiers le problème, mais est-ce que tout est classé verticalement? Si, j'essaie simplement de le comprendre. Non, non, madame, je le regrette, je regrette. Normalement, il y a un représentant de la Commission. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait personne de la Commission. Nous devrions, vous et nous, obtenir une réponse de la Commission européenne et après avoir le débat. Mais, Monsieur Boulon. Je pense que
Compte tenu de la situation qui est un petit peu particulière, puisque normalement la Commission aurait dû être là et la Commission aurait dû attendre ce matin la décision de notre Commission quant à l'ordre du jour pour décider ou non de venir ou de ne pas venir. Donc c'est la Commission qui est en tort. Le tort aussi, c'est de la part de certains de cette Commission d'avoir essayé de faire retirer de l'ordre du jour ces sujets-là. Mais toujours est-il qu'en termes de formalisme, ça doit être décidé ce matin à 9 heures au moment de l'adoption de l'ordre du jour et que la Commission aurait dû maintenir sa venue jusqu'à ce matin 9 heures pour savoir si oui ou non on mettait ce sujet à l'ordre du jour. Si la Commission n'est pas là, c'est la faute de la Commission, ce n'est pas la faute des pétitionnaires. Ils sont présents, ils viennent de loin. La moindre des choses, c'est de les écouter et on transmettra à la Commission européenne la teneur des débats de notre fin d'après-midi et la Commission européenne nous apportera des réponses dans un second temps. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Yo lo entiendo perfectamente. Non, mais je vous comprends tout à fait. Et par respect pour les pétitionnaires qui viennent de loin, le débat va avoir lieu. Mais ça ne devrait pas être comme ça. C'est inadmissible, c'est un manque de courtoisie. La règle, c'est que ici, la Commission est représentée. Mais bon, je vous demanderai quand même si vous acceptez de parler avec nous. Nous allons entamer le débat avec les pétitionnaires. Monsieur Boulon. Puis ensuite, mais de manière concise, parce qu'autrement nous perdons du temps, nous voulons écouter les pétitionnaires. Dû avertir les pétitionnaires que c'était annulé tant que ce n'était pas décidé ce matin. Il va te faire la réponse. Excuse the Secretary for taking part in this discussion, but it was a... Désolé, c'était une décision des coordinateurs de ne pas reprendre ce point à l'ordre du jour pour la réunion d'aujourd'hui. Lorsque les coordinateurs ont approuvé le dernier ordre du jour sans ce point, la Commission a pris ses dispositions afin que leurs fonctionnaires soient présents pour l'ensemble des points à l'ordre du jour d'aujourd'hui. La proposition que vous avez faite ce matin, Monsieur Boulan, était de reprendre ce point à l'ordre du jour. Cette proposition a reçu le soutien de la majorité de nos membres, mais vu les délais extrêmement courts, la Commission n'a pas pu envoyer quelqu'un. Et l'objection du président, c'est que, étant donné que la pétition et les pétitionnaires sont présents grâce à vous, il faut qu'ils puissent s'exprimer pour que nous puissions avoir un échange de vues avec eux, puis nous verrons de là ce qu'il convient de faire. Voilà, après ces explications, j'insiste, la situation est anormale. Mais ne perdons plus de temps, donnons la parole aux pétitionnaires. 5 minutes, allez, 5 minutes à chaque pétitionnaire. Ça fait une demi-heure pour vous tous. Madame ou Monsieur Gilberti? Non, je ne savais pas. Alors, moi j'ai une liste ici. Monsieur Gilberti, Laure Colombo. Iris, Colombo et Joly. Qui est le premier? Alors, qui sera le premier intervenant? Bon, ils ont décidé que c'était moi qui allais ouvrir le feu. Je m'appelle Colombo. Je vous donne la parole, Madame Colombo. Donc, tout le monde a bien compris que le problème ici, ce n'est pas le Jugendamt allemand, mais c'est l'attitude de l'Allemagne. Suite à tout ce qui s'est passé avec cette pétition, le député qui, en mon absence, m'a accusé d'être criminel et qui a quitté la salle maintenant. Autre chose à constater, pour les pétitions contre les services sociaux anglais, ou plutôt que ceux contre l'attitude du Danemark, les députés autrichiens et allemands ont fait un véritable show en disant que c'était inadmissible, qu'il s'agissait de droits humains et pas de droits de la famille, un droit sur lequel on ne pouvait pas intervenir. Ils ont crié, ils ont hurlé, ils ont dit que ce sont des droits humains, on ne peut pas refuser ces droits aux enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait 1 ou 2 enfants autrichiens ou allemands au Danemark.
Les centaines de milliers d'enfants qui sont retenus en Allemagne, par contre, on ne peut pas en parler, on n'a pas le droit d'en parler, nous l'avons marqué aujourd'hui encore. Nous avons vu quel était le sort réservé à nos pétitions qui sont là, puis ils ne sont plus là, puis ils disparaissent de l'ordre du jour, puis la Commission n'est pas là. Alors, ma pétition remonte à 2009. En 2010, elle a été débattue et de graves violations du droit à la libre circulation en Europe ont été constatées. Et depuis lors, je n'ai plus rien entendu. En deux mots commençant, il s'agit d'un parent allemand qui n'a pas de titre juridique pour demander le rapatriement des enfants, mais comme ceci se fait toujours, les institutions allemandes lui fournissent le document nécessaire pour le faire. En l'occurrence, il y a même une traduction falsifiée, comme ceci a été souligné par le procureur de la République italienne. Mais les enfants finissent par être en Allemagne et lorsqu'ils y sont, ils n'en sortent plus. On ne sort plus d'Allemagne une fois qu'on y allait. Tous les droits qui leur sont niés sont d'avoir deux parents, deux cultures, deux langues. Le chef du cabinet allemand de la commissaire à la justice m'a écrit à plusieurs associations pour dire que l'article 24 de la Charte européenne sur les droits des mineurs n'est pas toujours d'application. Là, je pense que ce n'est pas d'application lorsque il y a un pays qui viole les droits, lorsque c'est l'Allemagne. Alors, je devrais peut-être simplement vous dire ce qui s'est passé après la dernière discussion en 2010 sur ma pétition. Je n'ai plus vu mes enfants. On m'a accusé d'être délinquante criminelle folle au sein même de ce Parlement ici, mais en mon absence. Et c'était le député allemand qui m'a traité de la sorte. J'ai rédigé un livre, j'ai eu une maîtrise en protection des mineurs, en droit, protection des mineurs, je vais publier un deuxième livre. Mais mes enfants n'ont plus de mère. Ils ont une mère qui est capable de juger si d'autres parents sont de bons parents ou non, mais une mère qui n'a plus pu voir ses enfants. Parce que l'Allemagne pense à les germaniser. Et c'est tout, le seul et unique objectif. Chaque fois, on crie qu'il s'agit ici que, comme seul objectif, le bien-être des enfants, mais que ce n'est pas forcément le meilleur intérêt des enfants. C'est l'intérêt allemand. L'Allemagne veut garder nos enfants parce qu'il n'y a pas que les enfants. L'enjeu, ce sont des sommes considérables qui se déplacent vers un sens seulement, vers l'Allemagne. On m'a retiré mes enfants, on m'a retiré le travail, on va me retirer la maison que j'ai achetée il y a 12 ans avant mon mariage. On a retiré toutes les économies de mes parents, économies accumulées au fil d'une vie entière. Si ça, ce n'est pas un business, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ce qui se passe, c'est que chaque fois, les pétitions, et il n'y a pas que les 6 pétitions les 20, qui représentées ici ou les 24 pétitions prévues, ces pétitions contre l'Allemagne ne sont jamais recevables. Alors, il y a beaucoup de monde, parce que les élections européennes approchent maintenant en grands pas. Parce qu'avec chaque pétitionnaire, il y a une famille élargie, il y a les amis et les connaissances. Et nous en avons tous assez, mais vraiment assez, de ces sentiments anti-allemands alimentés par les Allemands eux-mêmes. On est traité comme des personnes n'ayant aucun droit, comme nos enfants ne sont pas allemands ou ne sont pas autrichiens, enfin ils ne le sont qu'à moitié, ce qui est un crime de lèse-majesté, ils n'ont pas de droit. Alors nous ne pouvons plus accepter d'entendre dire qu'il s'agit de droit de la famille, de droit national, parce que c'est le droit des mineurs. Ils n'ont plus aucun contact avec leurs autres parents. Et je m'en tiendrai là, vu le temps qui s'est écoulé. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Vous pouvez juste me donner votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Gilberti, je vous en prie. Micro, s'il vous plaît. Le micro. J'ai présenté une pétition sur le recours abusif du mandat d'arrêt européen dans le cadre d'affaires familiales. J'ai été emprisonné en octobre 2012 par un mandat d'arrêt allemand fait par le tribunal de Landshut, m'accusant de ne plus payer la pension alimentaire. Ce qui est un fait, je refuse maintenant de payer une pension alimentaire ou ce qu'on peut appeler vulgairement une rançon
à mes enfants, parce que le tribunal de Landshut, les acteurs sociaux du Jugendamt de Landshut, jusqu'à la police de Landshut, m'ont discriminé, m'ont humilié, m'interdisent de voir mes enfants, interdisent que mes enfants puissent venir en France voir leur famille française. Donc, je fus arrêté le 8 octobre 2012. J'ai fait une grève de la faim et de la soif de 10 jours. J'étais pendant 1 an sous contrôle judiciaire français strict. Je fus extradé en 2013, en octobre 2013, alors que le tribunal de Landshut savait perdument que le mandat d'arrêt n'était pas recevable, parce qu'il y avait dedans un vice de forme. C'était pour une non-présentation à une convocation au tribunal, une convocation qui a été envoyée à une mauvaise adresse. J'ai fait médiatiser mon cas parce que je pense que c'est un cas qui est assez scandaleux. Outre les menaces que j'ai reçues de policiers allemands, outre les écoutes téléphoniques qu'ont fait un commissaire Obermeier de Munich à mon domicile en France, et ce sont des écoutes téléphoniques qui ne se passaient pas en Allemagne, c'était des écoutes téléphoniques qui se passaient entre la Grèce, entre la France, et qu'ils ont fait valoir ça en Italie. J'ai été renvoyé en Allemagne, j'ai fait un tourisme pénitentiaire, j'ai fait 6 prisons en 10 jours. Je suis sorti de prison, maintenant je viens de perdre mon emploi. La décision, pour vous expliquer encore ce qui se passe, la décision de paiement de pension alimentaire n'a aucune valeur légale. Ça veut dire que je n'étais pas au courant de cette décision de justice. J'ai payé beaucoup trop de pensions alimentaires par rapport à la décision de justice qui a été donnée, qui m'a été ordonnée. Je payais environ entre 500 et 600 euros par mois contre les 326 euros qui m'étaient ordonnés par le tribunal. Et quand j'ai vu que mon ex-femme était amie du juge Lederhofer de Landshut, quand j'ai vu que mon ex-femme connaissait plus ou moins toute la bande, que le juge Lederhofer enfin je ne vais pas dire, travaille au Jugendausschuss-Hilfe. C'est un organe politique qui s'occupe des questions de l'enfance du point de vue cantonal. On va expliquer comme ça. Quand j'ai vu que l'avocate de mon ex-femme sponsorise cette association, quand j'ai vu qu'en fin de compte j'étais tombé en plein milieu d'un groupe d'amis qui s'occupe de l'enfance, c'est là que j'ai décidé d'arrêter de payer. Parce que j'ai téléphoné au Jugendamt et je leur ai dit, si le bien-être de l'enfant c'est de payer, étant donné que je ne sais pas où habitent mes enfants, étant donné que je ne sais pas s'ils sont vivants, j'arrête de payer. La réponse des employés des acteurs sociaux du Jugendamt était, tant que je ne reçois pas d'acte de décès de mes enfants, j'ai à payer. Alors on pourra faire des grands thèmes sur le Kindeswohl allemand, le bien-être supérieur de l'Allemagne. On m'a discriminé, on m'a humilié. Je suis maintenant aujourd'hui à la pétition. Avec ma pétition, maintenant vous pouvez voir ce que vous pouvez en faire, parce que certains membres manquent. Mais un fait, c'est que j'ai une famille française qui est assez européenne. J'ai la famille en Belgique, en Italie. Je pense que je suis un citoyen je ne suis pas un citoyen de seconde classe, comme l'en pensent certains acteurs sociaux allemands. Et pour moi, c'est clair et net. Je retournerai bientôt en prison parce que le 2e mandat d'arrêt européen est en route, parce que maintenant le juge Suttner a dit que cette fois-ci il ne fera pas d'erreur. J'aime bien la menace déjà d'un juge. Et de toute manière, tant que mes enfants ne seront pas dans leur famille en vacances pour faire valoir un droit de visite qui est tout à fait banal en Europe, je ne payerai pas de pension alimentaire. Je serai un criminel, comme aiment si bien le dire certaines personnes de cette pièce. Voilà, mon temps est parti. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Próximo peticionario, Cédric Laurent maintenant. Pardon, monsieur, je prendrai la parole pour à la part de Cédric Laurent, parce qu'il en est de la pétition Beistandschaft. Donc, monsieur Cédric Laurent est aussi touché par cette mesure de Beistandschaft.
Monsieur Gigou, qui a fait cette pétition, et aussi tous ses parents, et pratiquement tous les parents non allemands sont touchés par cette pétition, par cette Beistandschaft, cette mesure administrative que les Allemands essaient de faire passer pour une mesure juridique. Donc, juste pour vous expliquer, prenons le cas de Monsieur Cédric Laurent, qui a une décision française sur une juridiction française et qui est reconnue par le règlement 39, c'est comment on appelle? Le règlement 39, Bruxelles 2 bis. Voilà. Qui a jugé une pension alimentaire de 150 €. Il vient de découvrir qu'il a un arriéré de 6 000 € qu'il doit à l'État allemand parce que son ex-femme, sans le savoir de la justice française, avec l'accord de la justice allemande, perçoit justement cette Beistandschaft, perçoit des aides sociales de l'Allemagne depuis 2011. Cette mesure est discriminatoire, elle est arbitraire, elle est source de conflit parental et elle est incompatible avec les principes d'une justice libre. Je pourrais vous dire tous les textes de loi qui sont. Vous avez la pétition sous les yeux, je pense. Je crois que vous pouvez nous donner, si vous voulez, ces pétitions et nous allons prendre. Vous avez la pétition, c'est la pétition Beistandschaft. Nous allons mettre dans l'agenda ou dans la minute de la commission de pétitions. Il est très important de comprendre que ceci, la Beistandschaft, déjà, il n'y a aucun recours juridique parce que c'est une mesure administrative. Et que les autorités allemandes les font valoir par le règlement Bruxelles 2 bis. Ils les font valoir dans toute l'Europe, ce qui est indéniable. Monsieur Cédric Laurent vient d'avoir une décision de justice il y a 2 semaines et il a déjà un arriéré de 6 000 €. Moi, dans mon cas, je ne sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers d'euros je dois être, alors que j'ai déjà tout perdu. J'ai travaillé en Allemagne pendant 10 ans, j'ai construit une maison, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Depuis, on m'a tout volé en Allemagne, par des mesures illégales et franchement, déjà que vous savez, quand vous ne parlez pas la langue, c'est déjà pas facile. Quand vous prenez un avocat et que vous ne pouvez pas lui faire confiance, parce qu'on ne peut plus faire confiance à un avocat allemand quand on est étranger. Tous les cas que j'ai eus, l'avocat allemand travaillera pour les autorités, pour les intérêts allemands, au détriment de l'étranger. Et je pense que maintenant, M. Rainer Wieland est là, il pourra me regarder, il est peut-être temps que l'Allemagne pense qu'on est en Europe, on n'est pas. Je suis maintenant, j'ai quand même de gros problèmes avec l'Allemagne. Mais ce n'est pas moi qui les ont créés, ces problèmes, ce sont vos autorités, M. Wieland, qui ont créé ces problèmes. Je suis germanophobe, on va dire, je ne sais pas si je suis germanophobe, mais j'ai un gros problème avec l'Allemagne parce que j'ai fait confiance à ce pays, j'ai appris la culture de ce pays, j'ai appris la langue de ce pays, j'ai essayé de me débrouiller avec votre double langage juridique, avec tout ce qu'il y a de vraiment extrêmement compliqué à faire comprendre, et en fin de compte, on voit qu'on a été floués comme des citoyens de seconde classe. Je suis désolé, Monsieur Wieland, on est peut-être des criminels, mais je suis fier d'être un criminel. Parce que j'ai des principes, que c'est la famille, le bien-être des enfants, c'est d'avoir 2 parents qui soient français, qui soient espagnols ou qui soient de n'importe quelle nationalité. On est là pour faire une Europe des peuples et pas une Europe germanique. Je suis désolé. Ça me suffit. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vamos a continuar. Bien, nous allons continuer. Une seconde, si vous permettez. Monsieur Poutine est ici. Il avait une pétition également sur ce qu'on appelle Beistandschaft. Il n'était pas sur votre liste, mais il y a une pétition là-dessus. Et dans son cas, comme dans beaucoup d'autres, c'était pour conclure sur ce qu'on appelle Beistandschaft. Il manque un morceau. Le président hors micro. Non, mais je voulais clore en 5 minutes. Bon. Le président sans micro, malheureusement, les interprètes ne l'entendent pas. Non, je vous comprends, monsieur. Mais il y a d'autres Européens ici qui devraient prendre la parole avant vous. Monsieur Ponca, je vous en prie.
Je vous parle en français parce que c'est la langue des droits de l'homme et je vous parle de droits de l'homme. Depuis l'année 2007, je constate avec amertume que les autorités allemandes vous donnent des réponses incomplètes, voire fausses. Elles ne vous les donnent pas qu'à vous, elles vous les donnent aussi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par exemple. J'ai des documents ici qui démontrent la réalité quotidienne de tous les pétitionnaires et de toutes les victimes du Jugendamt et de la justice des familles allemandes. On vous dit que le Jugendamt agit en conformité avec la loi. Mais alors avec quelle loi? Le Jugendamt a le droit légalement de mentir aux tribunaux des familles alors qu'il doit être entendu par ces tribunaux. Le Jugendamt est exempté du devoir de vérité procédurale. Le Jugendamt peut supprimer légalement des expertises de, par exemple, psychiatres, de médecins, qui démontrent un danger pour un enfant. Il ne les présente pas au tribunal et c'est tout. Le Jugendamt peut obtenir la modification de décision des tribunaux simplement en refusant d'obéir. On vous dit également qu'on peut faire vérifier les actions du Jugendamt en justice. C'est faux. D'abord, on vous refuse l'accès à votre dossier. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des cas réguliers et fréquents. On vous refuse le droit de porter plainte en justice sous prétexte qu'on vous a retiré l'autorité parentale, le droit de garde. Et une fois que vous avez vraiment coincé le Jugendamt, ce qui est vraiment très très difficile, après on va vous dire que les agents du Jugendamt ne se sont pas exprimés en tant qu'agents d'une autorité officielle, mais qu'ils ont juste fait part de leur appréciation personnelle. Alors vous ne pouvez absolument pas les saisir ni les coincer. Avec tout cela, il faut tenir compte du facteur du temps. Il n'est pas rare qu'une telle procédure dure 10 ans ou plus. L'aliénation des enfants n'est plus réparable et vous entrez dans ce que M. Boulan tout à l'heure a appelé un cercle vicieux. On va motiver le refus du droit de visite par l'aliénation et l'aliénation est prononcée et accentuée par justement cette absence de visite régulière. Une fois que vous trouvez le moyen, ce qui est très dur, de porter plainte contre le Jugendamt en demandant des dommages et intérêts, on va vous ruiner financièrement, systématiquement et financièrement. Tout cela n'est plus un problème de divorce. Il y a de plus en plus de familles intactes qui souffrent des actions du Jugendamt. Ces cas sont documentés par douzaines, voire par centaines, par exemple sur Internet. Et ce n'est pas non plus un problème de parents binationaux, c'est aussi un problème de parents purement allemands. Les actions aléatoires du Jugendamt sont partout. On vous retire des enfants, je peux vous citer des cas pour des motifs absurdes. Un agent du Jugendamt qui vient rendre visite à une famille et qui n'aime pas les meubles. Alors, on a posé la question ce matin, ou en début d'après-midi, que l'Europe, le Parlement, la Commission dans tout cela, puisqu'il s'agit de droit national. Bien, moi, personnellement, je vous réponds, les droits de l'homme sont universels. Il n'y a pas de droits de l'homme allemand, ni français, ni italien, ils sont universels. La Cour constitutionnelle allemande refuse de décider dans 97% des cas. Il n'accepte pas pour décision. Ça veut dire ni oui ni non. Simplement, ça veut dire on ne veut pas trancher. Alors, avec tout cela, on constate aussi un non-respect de l'article 167 du traité de base de l'Europe. On refuse de soumettre certaines questions à la décision de la Cour de justice européenne. Vous savez très bien que cette Cour ne peut être saisie par des particuliers, elle doit être saisie par des tribunaux nationaux, et spécialement par le tribunal de dernière instance qui est obligé de soumettre toutes les questions ayant trait au règlement européen. Donc, on le refuse. Vous n'avez aucun recours puisque vous, à titre personnel, ne pouvez pas faire appel. Alors, avec tout cela, je pense qu'effectivement, bien qu'étant allemand, qu'il faut entamer une procédure en infraction contre l'Allemagne puisqu'elle viole les traités européens. Et en fin de compte, je voudrais quand même présenter mes excuses. Je n'y suis pour rien, mais je suis allemand. Je vous présente mes excuses à tous les parents aliénés pour ce qu'on vous a fait. Je suis victime comme vous, je souffre comme vous, mais je tiens à m'excuser. Merci. Merci beaucoup, monsieur. El siguiente peticionario, Aris Christidis.
Ich werde auf Deutsch zu ihm sprechen, obwohl ich... Moi, je vous parlerai en allemand, même si je suis grec et je ne suis pas immigré. Je voudrais, comme je parle sans note, commencer par vous parler de la décision de 2005. Mes deux enfants, à l'époque, avaient 6 et 8 ans. Et ma femme avait des problèmes psychologiques graves. Je voulais créer une petite île pour protéger mes enfants. Mes enfants, après le divorce, sont venus chez moi et ne voulaient plus retourner. Mais je les ai quand même conduits chez leur mère, même s'ils n'allaient pas vivre chez elle, mais nous voulions quand même garder le contact. Avec les procédures de divorce, ça a commencé également la discrimination dont j'ai fait l'objet. Ça faisait 35 ans que je vivais en Allemagne, j'avais un passeport allemand. J'étais professeur en Allemagne et j'étais également conseiller municipal dans la ville où je vivais à Gießen. Et j'ai dit que je voulais voir mes enfants aussi souvent que leur mère. Et la juge m'a dit ce n'est pas le cas en Allemagne. C'est faux. En Allemagne, il y a un système de garde alternée. Et chaque parent peut voir ses enfants aussi longtemps que l'autre. La juge m'a dit non, non, c'est peut-être en Grèce comme ça, mais en Allemagne c'est autrement. C'est ainsi que ça a commencé. Et ça n'a cessé de s'aggraver. Un an plus tard, mon temps avec les enfants a été diminué de 36% pour que les enfants puissent davantage jouer au football. J'étais toujours en contact avec le Jugendamt et j'ai dit qu'il y avait la contradiction avec ce qui avait été décidé. J'avais le soutien de 2 personnes, de 2 dames qui étaient compétentes. Ces 2 dames, l'une a été déplacée, je ne sais pas si c'était une punition, une sanction, et la deuxième m'a écrit qu'elle n'avait plus le droit de me parler. En 2008, mes enfants ont été retirés du cours de grec, d'abord par la mère, qui ensuite a fait écrire au procès-verbal qu'elle avait eu des entretiens où on lui disait que ses enfants ne devaient pas trop être en ma compagnie. Je me suis rendu au tribunal et c'est le tribunal en dernière instance, le tribunal du Land à Francfort, qui a décidé que mes enfants ne devaient plus suivre des cours de grec. Ce qui n'était pas un problème parce que mes enfants pouvaient chez moi avoir des cours de grec à domicile, avec moi. Tout ceci a été coordonné. Le plus jeune m'a contacté quelques semaines plus tard et m'a demandé, alors que sa mère hurlait derrière lui, de pouvoir aller à des cours de grec. Et il y allait régulièrement jusqu'au printemps 2009. Il a eu mention très bien, mais c'était la fin. Et c'était très dur pour l'enfant. En 2010, nous y étions. En 2010, 2 enseignants de psychologie que la mère connaissait et le chargé d'affaires pour les abus sexuels ont confirmé que la mère avait abusé les enfants sexuellement. J'ai déposé plainte. Je voulais le droit de garde unique, au moins pour ce qui concernait les enfants. La première réaction est que j'ai droit à une perquisition. On m'a dit que je faisais pression sur les enfants par la plateforme Internet par laquelle on peut choisir le numéro de sa voiture. On avait choisi quels étaient les numéros qui n'étaient pas donnés à Gießen. On avait bien donné mon adresse et on m'avait octroyé une fausse plaque d'immatriculation de voiture. Vous avez tous les documents. Et du coup, j'ai été accusé de trafic d'enfants, de faire entrer des enfants en Allemagne. J'avais une expertise concernant mes enfants. Ils avaient toujours des crises de colère, des attaques. Ils avaient dû suivre une psychothérapie parce qu'ils allaient de moins en moins bien. L'expertise m'a été facturée à plus de 10 000 euros. Et petit à petit, je continue à payer. Mais ceci était 1 an après qu'on m'a retiré le droit de garde.
en prétextant que j'étais en mauvais terme avec la mère et que les enfants ne pouvaient pas vivre entre les deux parents. La mère a ensuite déménagé à Brême depuis 2011. J'espère que mes enfants sont en vie. Je les ai vus une fois. Ils m'ont demandé de parler enfin allemand avec eux. Vous vous rendez compte comment je me suis senti. Et un juge m'a également demandé de lui parler grec. J'ai refusé. Et maintenant, pendant 2 ans, je suis interdit de droit de visite. J'ai porté plainte. Et voici ma dernière phrase. Si l'on cherche sur Google Christidis, on verra certaines idées, certaines opinions. En 1999, j'avais protesté contre le bombardement de la Yougoslavie. Merci. Madame Joly. Si, Joly, s'il vous plaît. Monsieur Joly, je vous en prie. Bon, ben donc voilà, je suis Alain Joly. Je vous prie de m'excuser si je bégaye, mais malheureusement je suis aveugle, je ne peux pas lire, donc ça va être un petit peu difficile, d'autant plus qu'on n'a pas vraiment eu le temps de préparer la pétition. Je ne sais pas, peut-être inutile de faire un trop long discours sur ce qui s'est passé, puisqu'effectivement vous avez la pétition sous les yeux. J'ai été moi discriminé en raison de mon handicap, notamment. On m'a d'abord accusé de ne pas pouvoir élever mon enfant parce que je suis handicapé visuel. Le handicap visuel, en fait, quand il n'est pas allemand, naturellement, parce qu'il y a beaucoup d'aveugles en Allemagne qui élèvent très bien leurs enfants, mais quand l'aveugle n'est pas allemand, donc il ne peut pas élever son enfant, c'est pas possible. Ensuite, dans le même temps, on m'a accusé de vouloir enlever mes enfants. Il y aurait eu un appel anonyme d'une dame dont on connaît le nom. C'est à ma connaissance la première fois que j'entends parler d'appels anonymes dont on connaît le nom des personnes qui font ces appels anonymes, qui aurait dit que j'avais peut-être l'intention d'enlever mon enfant. Donc, à partir de là, j'ai plus vu ma fille pendant un certain temps. Après, j'ai vu ma fille de manière médiatisée, donc surveillée. Depuis 2009, en fait, je vois ma fille. Alors au début, je la voyais toutes les 3 semaines pendant 3 heures. Donc je faisais l'aller-retour entre la France et l'Allemagne pour voir ma fille 3 heures, toutes les 3 semaines. Depuis maintenant, je ne sais plus exactement quelle date, plusieurs années, mais on va dire 3 ans, je continue à faire des allers-retours entre la France et l'Allemagne pour voir ma fille le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, sans possibilité d'hébergement. C'est jamais, je pourrais encore l'enlever. Donc effectivement, je suis aveugle, je ne suis incapable d'élever mes enfants, ma fille, mais par contre, je pourrais fuir avec ma fille, me cacher de la police, passer tous les barrages, vivre clandestinement, il n'y a aucun problème pour l'Allemagne. C'est possible. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que voilà, donc ça fait depuis plusieurs années que je fais ces allers-retours. Ça me coûte énormément d'argent, énormément de fatigue, énormément de torture psychologique. C'est réellement une torture psychologique. Je fais ça toutes les 3 semaines, voilà, avec toutes les problématiques qu'un aveugle peut rencontrer pour faire ce genre de trajet. Ma fille, comme beaucoup ici, à 4 ans, comme ils n'ont pas pu trouver le moyen ils n'ont pas réussi à m'obliger à voir ma fille dans un parloir du Jugendamt ou je ne sais trop où. Ils ont trouvé un autre moyen pour que ma fille ne parle plus l'allemand, c'est-à-dire qu'à 4 ans, ma fille commençait déjà à me dire « Papa, je suis allemande, je n'ai qu'une langue, c'est l'allemand, et je ne peux pas parler français, ça va me faire mal à la tête. » C'est ce que ma petite fille de 4 ans me disait, donc c'est extraordinaire. Le patriotisme allemand, à quel âge il commence là-bas? Moi, je trouve ça fantastique. Il s'est passé ensuite, on va passer un petit peu au présent, je me suis très vite rendu compte que mon ex-partenaire qui était parti parce que j'ai refusé de lui faire un nouvel enfant, est parti avec un autre homme. Donc c'est elle en fait qui a enlevé ma fille. Et pendant les procédures, je me suis rendu compte très rapidement qu'elle était quasiment certainement, je suis persuadé même, qu'elle avait déjà quitté son nouveau partenaire. Donc il y avait des changements notables et très importants pour la vie d'une petite fille. Il fallait que je fasse une nouvelle procédure pour de nouveau demander la garde de ma fille. À ce moment-là, j'ai eu
des menaces implicites, mais des menaces quand même du juge qui m'a dit: Monsieur, est-ce que vous voulez vraiment continuer votre procédure pour demander de nouveau la garde de votre fille? J'ai continué. Il était clair que j'ai eu la visite de je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la personne qui est venue, une tutrice, une avocate en mission. Ah oui, voilà, c'est l'avocate qui est chargée des intérêts des enfants là-bas en Allemagne, est venue chez moi pour m'interroger, voir ce qui se passait. C'était clair et net. Au bout d'un quart d'heure, elle était déjà en train de vouloir repartir. Il fallait que je la retienne pour lui parler. Enfin bon, elle est venue sans interprète. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle disait. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je me suis retrouvé devant le tribunal. On m'a, pendant 2 heures ou 3 heures d'audience, on s'est évertué à me dire que j'étais un empêcheur de tourner en rond, que c'était moi qui aliénais mon enfant, que, alors même qu'on avait beau dire que les collègues, les juges précédents qui avaient jugé notre affaire avaient clairement écrit que la mère aliénait l'enfant, mais malgré tout, il fallait qu'elle reste avec la mère. Mais on m'accusait dans la nouvelle procédure, moi, d'aliéner mon enfant. J'ai demandé la récusation du juge, et là, qu'est-ce que j'ai pas fait? On m'a, c'est extraordinaire. Quand on demande la récusation d'un juge en Allemagne, c'est son collègue de bureau qui décide si le juge doit être récusé ou pas. On a demandé à la partie adverse de dire si effectivement le juge avait pris parti pour la partie adverse. On demande à la partie adverse si le juge a été impartial, ou n'a pas été impartial justement. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, ça m'a coûté encore plusieurs centaines d'euros. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, Madame Bachelier, dont je parle aussi dans ma pétition, avec qui je vis maintenant depuis plusieurs années, son ex-partenaire, dans le seul but de l'empêcher de voir sa fille. Monsieur Joly, vous devez terminer. Parce que, oui. Non. Est-ce que vous allez terminer? Je voudrais juste finir sur peut-être 30 secondes, 1 minute, pas plus. Donc, le père a porté plainte contre moi pour coups et blessures contre les enfants de Madame Bachelier ici présente et sur elle-même. Ils ont fait une instruction uniquement à charge. Ils ont interrogé son ex, l'enfant qui est complètement aliéné, tout l'entourage de son ex, pour des faits qui se seraient passés en France. Et ils n'ont absolument pas interrogé les témoins en France. Ils ont fait faire une enquête sociale en France qui a été complètement ignorée dans l'instruction, puisque forcément ils n'ont rien trouvé en France. Ils ont vu que voilà. Et aujourd'hui, je suis condamné. Alors parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement, ils ont laissé tomber cette plainte-là. Ils sont partis sur autre chose. Mais c'est trop long pour développer. En tout cas, aujourd'hui, je suis condamné à 80 jours de prison ou à 2400 € d'amende. On a fait un recours, j'attends toujours des nouvelles, ça fait maintenant plus de 4 mois que j'attends, je pense que je n'aurai jamais de décision, ça va rester comme ça, comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Si un jour ils décident de me condamner parce que je gêne trop ou parce que je ne sais pas trop quoi, ben ils le feront. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Joly. Allora, c'è un'altra persona qui... Sì, il signor Putin. M. Poutine avait également lui rédigé une pétition et il y avait un élément à ajouter. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Alors, en 2 mots, une mesure administrative qui est présentée comme une mesure judiciaire et il s'agit de récolter des fonds partout en Europe. Même la Commission européenne ne veut pas en parler parce que 3 questions ont été posées et il n'y a pas eu de réponse. En plus de tout ce qui a été déjà expliqué et par M. Gilberti, comme dans le cas de M. Poutine, lorsqu'un enfant est placé en Allemagne, lorsque l'enfant entre en Allemagne, de manière illégale, parce qu'il est arraché à son parent, le père ou la mère allemand qui a son parent en Allemagne s'adresse au Jugendamt, obtient une avance qui est ensuite réclamée auprès de l'autre parent par le Jugendamt. Mais c'est une décision administrative et non judiciaire. Et surtout, c'est une décision qui se fait contre les règles européennes, contre toutes les règles qui stipulent la manière dont sont gérés les virements transfrontaliers. Et de l'argent est donné à un enleveur d'enfants allemand. Bon, mais pour allemand, les Allemands n'enlèvent pas les enfants. Et ensuite, ceci est utilisé devant un tribunal étranger pour montrer que le parent qui a enlevé l'enfant n'a rien fait d'illégal, parce que comme on a accepté la pension alimentaire en Allemagne, ça ne peut pas être illégal. Merci madame.
Très bien. Monsieur Joly. Ils ont demandé la parole. J'ai juste une toute petite question que je n'ai pas pu vous poser. Ma pétition a été déclarée recevable et une enquête a été ordonnée. Je n'ai plus de nouvelles. Quand aurai-je des résultats de cette enquête? Ok, merci beaucoup. Yo les decía que habían pedido la palabra. Donc je vous disais que 4 députés avaient demandé la parole. Nous devons terminer rapidement. Alors, Monsieur Boulan, Monsieur Wieland, Madame Bergman et Monsieur Dasalval. Monsieur Boulan, pour commencer. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas levé la main pour demander la parole immédiatement, mais ce n'est pas grave. Je voulais laisser mes collègues intervenir pour pouvoir peut-être conclure, mais peu importe, je sais m'adapter. Je pense que au travers des commentaires qui ont été énoncés par les pétitionnaires, on sent toute la souffrance face à une machine administrative, judiciaire, juridique, qui les submerge complètement, tant à titre personnel, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir lutter contre cette machine-là, mais ni financiers, ni les ressources quant à leur entourage familial non plus forcément, professionnel non plus, et vous voyez tous les impacts à chacun de ces niveaux que cela peut entraîner. Alors ce qu'il faut dénoncer, si on essaie d'englober un petit peu, de tirer des généralités de ces interventions, qui sont toutes des cas très criants et poignants, et qu'on ne peut pas ne pas entendre au sein de cette commission, et je leur disais tout à l'heure que la commission des pétitions avait un cœur. Nous sommes à l'écoute des citoyens européens, nous sommes l'émanation des citoyens européens. Nous devons obligatoirement apporter des réponses aux citoyens européens qui se plaignent et pour lesquels les pétitions ont été classées comme recevables. C'est donc des réponses que nous devons apporter. Alors les sujets sur lesquels il y a matière à porter plainte quelque part, c'est toute la discrimination qu'il y a quant aux démarches administratives auxquelles ils sont confrontés dans un pays étranger. Parfois ils parlent la langue, puisque parfois ça s'adresse à des Allemands, mais pour autant toute la machine administrative est hyper complexe à affronter. Des décisions iniques qui sont prises la veille parfois du jour où le père non allemand vient pour sa visite officielle et acceptée pour récupérer son enfant pour son droit de garde. On lui annonce au pas de porte qu'il n'a plus le droit de garde et que s'il insiste, on le mettra en prison. Enfin, il y a des choses inadmissibles. Il y a un non-respect de la législation des autres États membres par l'Allemagne parce que des décisions comme dans le cas de M. Cédric Laurent qui n'a pas pris la parole tout à l'heure mais qui est présent dans cette salle, il y a eu des décisions prises en France par des juridictions qui ont été remises en cause dans un second temps par l'Allemagne et par le Jugendamt. C'est inadmissible. On doit respecter la législation et les processus judiciaires des autres États membres, où il doit y avoir des ponts entre les juridictions, il doit y avoir des intermédiaires, il doit y avoir des médiateurs, il doit y avoir des juges spécialisés qui doivent aider les gens. Pourquoi lance-t-on des mandats d'arrêt européens sur la simple présupposition qu'un père ou une mère non allemand va emmener ses enfants alors qu'il les emmène pour des vacances comme prévu. Et on lance un mandat d'arrêt européen. Pourquoi quelqu'un qui, soi-disant, ne paie pas ses pensions alimentaires, alors qu'en fait, en plus, c'est incroyable, mais il en a payé plus qu'il ne fallait, pourquoi cette personne-là a aussi un mandat d'arrêt européen, se retrouve en prison plusieurs fois extradé, alors qu'en fait, non seulement il a payé plus cher, mais qu'en plus, il y a des procédures civiles qui doivent être normalement étudiées ou utilisées avant le mandat d'arrêt européen. Donc, tout ce processus est vraiment kafkaïen et vraiment inadmissible. Et moi, je pense, on a fait une mission d'enquête à Berlin. On n'a rien obtenu de cette mission d'enquête. On a fait un rapport qui a duré éternellement et nous n'avons concrètement aucun résultat sur toutes les pétitions qui sont arrivées après. Nous n'avons aucune aide de la part de l'administration allemande sur les pétitions antérieures et postérieures à cette mission à Berlin. Donc peut-être qu'il faut secouer un petit peu le cocotier, secouer un petit peu notre
notre ami l'Allemagne en leur disant mais prenez vos responsabilités, il y a dans votre comportement non-assistance à personne en danger, non-assistance à citoyens européens en danger, non-assistance à enfants en danger. Et l'Allemagne doit se bouger, doit imaginer des processus, doit imaginer des possibilités de recours indépendants de la justice, indépendants du Jugendamt, des systèmes de contrôle du Jugendamt, ce qui n'est pas le cas à la date d'aujourd'hui, qui devraient permettre d'éviter que des personnes sans contrôle particulier puissent prendre des décisions qui gâchent la vie de plusieurs personnes dans une seule et même famille d'enfants. Ce sont des futurs citoyens européens. Que seront-ils? Quel sera leur avenir? On est dans l'année de la citoyenneté européenne, nous devons défendre le citoyen européen. On est à la veille d'élections européennes, on ne peut pas parler d'Europe avec un grand E si on ne défend pas des idées et des grandes idées de l'Union européenne et de la liberté de circulation. Le droit d'aimer un Allemand, le droit d'aimer une Allemande, sans avoir le risque de perdre ses enfants un jour. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Et moi, en conclusion, je souhaite que ces pétitions restent ouvertes. Je souhaite que l'on demande à la Commission européenne de lancer un avertissement à l'Allemagne pour qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle engage des processus qui puissent aider ces parents-là et ces familles en souffrance. Je vous dis, de mon point de vue, c'est non-assistance à personne en danger. Merci Philippe. Mr. Wieland. Mr. Wieland, please, you have the floor. De mitt nog kan ik zo wat gemeld. Je ne vais même pas demander la parole. Je n'avais même pas demandé la parole. Mais concernant ce que vous appelez Beistandschaft, j'aimerais bien que la Commission prenne la parole. Je pense qu'il convient de traiter ceci à part, parce que c'est encore un nouvel aspect. Je tiens à dire expressément ce qui suit. Et je le répète ici, en fait. L'objet des pétitions ici ne peut avoir comme but que ce qui est vécu par les citoyens de l'Union dans le cadre de leur vie transfrontalière. Et en l'occurrence, parce qu'ils ne sont pas ressortissants allemands. C'est le seul élément qui nous permet de traiter ces pétitions. Ceci a déjà été débattu il y a 5-6 ans, et moi j'avais demandé que ces pétitions soient recevables. Alors que dans un pays donné, et moi j'ai étudié le droit de la famille, que dans un pays, il y ait des erreurs, et il y ait des jugements qui, objectivement, sont faux, est indiscutable. Et plus le pays est grand, plus c'est fréquent comme cas. C'est tout simplement statistique parce que il y a plus de personnes, il y a plus d'affaires. La justice n'est pas parfaite. Mais il n'y a pas là derrière de choix. Il n'y a pas une méthode de travail. Je vous ai écouté, je n'ai jamais rien dit. Je vous demanderai également de faire preuve de discrétion parce qu'autrement, je ne vois pas comment nous pourrions discuter raisonnablement. Monsieur Boulon, vous avez insisté pour que le calendrier que nous sommes donnés à Berlin soit très serré. Nous avons parlé avec des juges allemands et des juges français de centres d'arbitrage. Il y a un juge français qui m'a dit ne pas voir ce qui aurait été tellement plus mauvais dans le système allemand que dans le système français. Nous avons même demandé d'assister à une audience. Vous avez veillé à ce que cette partie-là du programme ne soit pas possible. Et je suis très étonné que maintenant, vous avanciez cet argument. Et j'appellerai un chat. Des cas de violation de pension alimentaire n'a rien à voir avec le droit européen. Et je vous dirai clairement aussi que la Charte européenne des droits humains est contraignante pour les États membres. Moi, je veux que cette charte s'applique pour tout le monde. Que les États agissent sur le territoire européen ou non, mais dans la situation actuelle, elle est contraignante lorsqu'il s'agit de droit européen. C'est bien là la question de savoir dans quelle mesure des États ont une marge nationale et dans quel cas les États ne doivent s'en tenir qu'à leur droit fondamental à eux.
Mais toute violation du droit à la contribution à la pension alimentaire ne relève pas de la commission des pétitions. Et Monsieur Boulan, vous avez dit, c'est un peu arbitraire, que quelqu'un avait payé davantage, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a payé par le passé plus que ce qu'il devait que on peut redemander l'argent par après. Et dans aucun système juridique, personne ne peut décider du jour au lendemain de ne plus rien payer du tout, parce que ceci ou cela me déplaît. Parce que même là, en France, on finit par arriver en prison. Et si vous remettez ceci en question, moi, j'aurais du mal à vous suivre. Donc, il est tout à fait normal que dans le cas de violation du paiement de pension contribution alimentaire, il y ait également des peines de prison. Et ensuite, je tiens à saluer les pétitionnaires qui, avec beaucoup de courage ici, ont dit qu'ils ont des problèmes de droit pénal. Mais, Madame Colombo, je vous demanderai, vous avez dit qu'on vous avait accusé de criminel, ce que je ne fais pas, moi. La notion de délinquant ou de criminel, pour un juriste allemand, est très précise. Un délit est un acte pénal sanctionné par une peine de prison de plus d'1 an. Donc la notion de criminel est difficile à utiliser, et plus difficile pour moi que délinquant. Mais, Madame Colombo, êtes-vous condamné par un tribunal allemand ou un tribunal italien? Et quelle était l'action pénale dont vous êtes accusé? Et avez-vous, pour ceci, été privé de liberté? J'aimerais le savoir clairement ici. A questo punto devo rispondere. Je peux répondre? Oui, c'est une question directe, vous répondez donc à cette question. Oui, oui. Alors, vous avez dit que vous êtes spécialiste en droit de la famille. Moi aussi. Parce que les criminels en Italie font des études et ont des diplômes. Ensuite, je n'ai aucune condamnation définitive. Mais ce qui est définitive, c'est une décision du procureur de la République de Milan stipulant, et je peux vous transmettre le dossier, que l'avocat allemand de mon ex-mari a falsifié la traduction où il était écrit qu'il aurait eu la garde exclusive qu'il n'avait pas. Et ceci a induit en erreur le tribunal des mineurs de Milan qui a envoyé mes enfants en Allemagne. Et moi, depuis, je ne les ai plus revus, malgré tout. Merci. Madame Bergman. Oui, vous, Madame Bergman. Lorsque tous les députés ont pris la parole, vous aurez l'occasion de revenir à la charge, mesdames et messieurs les pétitionnaires. Madame Bergman. Merci. Alors, dans l'ensemble, je voudrais exprimer mon accord avec M. Wieland. C'est problématique de traiter ici des pétitions portant sur la contribution ou la pension alimentaire. Pour autant que je sache, c'est un problème national. Et ça ne relève pas du droit européen. Excusez-moi, mais vous êtes arrivé après. Non, excusez-moi. Vous avez interrompu à plusieurs reprises. Nous avons été très aimables avec vous. Vous le savez très bien. Nous allons respecter les règles. Je voudrais que l'on débatte sans interruption. S'il vous plaît. Merci. Je respecte tous les pétitionnaires pour leur effort de venir ici et de nous présenter leurs problèmes. Mais notre tâche en tant que député est de conseiller les pétitionnaires, de les accompagner. Est-ce que c'est une pétition qui porte sur un droit européen qui aurait été violé, oui ou non? Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, certes. Alors nous avons des problèmes administratifs, il y a des cas de discrimination. J'étais moi-même avec la délégation à Berlin, je connais tous les problèmes et je pense que lors de la prochaine réunion de la commission des pétitions en automne, peut-être en juillet, il faudrait que nous discutions entre coordinateurs. D'ailleurs, Monsieur Boulan, il y a une chose que je tiens à vous dire. Je sais qu'à l'inverse, des citoyens et des citoyennes allemands ont vu leurs enfants
enlevés en France et ils ne sont plus jamais retournés. Ils ne sont plus jamais retournés en Allemagne parce qu'ils auraient été, soi-disant, trop germanisés auparavant. Alors ici, je ne veux pas porter de jugement. Je ne veux pas dire ce qui est juste, faux, correct. Je tiens une fois de plus à souligner qu'en tant que député, nous ne devons que traiter les éléments qui concernent du droit européen en vigueur. Un droit qui aurait été violé. Et là, ma porte est toujours grande ouverte. Et c'est ce que je voudrais vous transmettre. Merci. Monsieur, je vous en prie. Je serai concis. Ce que nous avons entendu aujourd'hui me rappelle ce que nous avons entendu sur des cas semblables en Grande-Bretagne lors de la dernière réunion. Je pense donc que on ne peut pas ici, nous, décider s'il y a eu ou non violation du droit communautaire, parce que je pense que c'est un problème très général partout en Europe. Et je crois que c'est à la Commission de répondre s'il y a ou non violation du droit communautaire. Je pense que ce que nous avons commencé à faire est un travail qu'il faut continuer. Ce qui est grave, bon, je me souviens très bien du cas britannique. Il y a des enfants qui enlèvent des enfants. Bon, la situation est chaque fois la même. Alors, il s'agit ici de violation de droits, peut-être. Il y a les droits des enfants, il y a les droits des parents aussi, les droits linguistiques, les droits des minorités, toutes sortes de droits. Je pense qu'il faut maintenir ces pétitions ouvertes. Nous allons en parler lors de la prochaine législature, peut-être sans moi parce que je ne serai pas au sein de ce Parlement, mais je crois que la Commission doit avoir un message fort à transmettre ici. La Commission européenne doit examiner de très près les choses au niveau européen et trouver une solution pour éviter que ces problèmes se multiplient d'un pays à l'autre dans l'Union européenne. Et la Commission des pétitions traite ce genre de dossier, les a traités et les traitera encore. Ce qui est important maintenant, c'est que nous sachions que ces problèmes existent et il faut que la Commission trouve une solution adéquate au niveau européen. Merci, monsieur. Voyons. Vous êtes pétitionnaire ? Quels sont les pétitionnaires qui souhaitent intervenir pour répondre? En 2 mots. 2 minutes chacun. Et le monsieur qui m'a demandé la parole, 2 minutes, s'il vous plaît, soyez concis. Merci. Alors, nous ne sommes pas venus ici pour parler des problèmes de contribution de pension alimentaire. Moi, j'en ai parlé uniquement pour expliquer que les enfants sont utilisés pour alimenter financièrement l'Allemagne. Le problème est qu'il y a des enfants auxquels on refuse une partie entière de leur identité. On leur refuse la mère ou le père, simplement parce qu'ils ne sont pas allemands. C'est ça la question. L'autre sujet, lorsque vous envoyez des missions d'enquête, vous faites des études, est-ce que vous écoutez quelqu'un qui s'est spécialisé, et pas forcément en allemand, parce qu'il y a également des non-allemands qui sont spécialisés en droit allemand. J'ai appris que vous étiez allé à Berlin, que vous en avez parlé avec la juge allemande. Vous avez parlé du code civil allemand, où apparemment tout est semblable à ce qui se passe en France, les services sociaux, etc. Mais on passe sous silence le code social qui gère tout le Jugendamt. Voilà quelque chose qui me semble une information par omission. Et donc demander à des spécialistes, pas seulement allemands, même sur le droit allemand. Et enfin, toujours concernant le droit européen, il y a en Allemagne des tribunaux chargés d'application du droit de la famille où le citoyen qui demande à être protégé ne l'est pas de manière indépendante. C'est le juge de la famille qui décide de son affaire et qui décide s'il va bénéficier de l'assistance juridique gratuite. Et ceci n'est possible que si les possibilités de réussite sont sérieuses. Est-ce que ceci est conciliable avec le droit européen? Je vous pose la question. Merci. Ich muss sagen, ich hatte mir ein bisschen mehr
Je dois vous avouer que c'est vrai que j'en espérais un peu plus de la part des représentants allemands en commission. Ce que j'ai entendu, par exemple, c'est parler de questions de pension alimentaire. J'ai entendu dire, par exemple, qu'il y a des déséquilibres ou des inégalités. Donc, en tant que grec, c'est une consolation. Tant que je paix, tant que je ne quitte pas le pays, je n'aurai pas à souffrir de ces inégalités-là. Mais cela n'est pas vrai. Il n'est pas vrai de me dire ici, d'essayer de me faire croire qu'il n'y ait pas ici de méthode. Tout à l'heure, j'ai dit à quel point j'ai été obligée de payer 10 000 euros pour un certificat. Mais ce que j'ai omis de dire, c'est que ce certificat existe. Le certificat stipule que je suis paranoïaque, donc ce qui vaudrait l'internement et ce qui vaut également licenciement d'un fonctionnaire. Le certificat a été, certes, retiré devant un tribunal. Néanmoins, je suis condamnée au débours. Et il y a 2 landes à Brême et dans le land de Hesse où il a été certifié que mes enfants ne suivent pas de cours de grec. Et pas parce que je suis cruelle. Ils ne parviennent pas à faire prolonger leur passeport depuis 2004. Alors que le passeport allemand, et que alors que nous ne partageons pas le droit de garde, leur est donné sans aucun problème. Et ce n'est pas un cas unique. L'injonction de leur parler allemand m'a été donnée dans le land de Hesse et de Brême. Mais je suis grecque. Tous mes parents, toute ma famille, mes amis sont grecs et vivent en Grèce. Moi, je voudrais qu'ils connaissent leur famille. Et en dernier lieu, j'ai demandé que figure ici, au procès-verbal, que la mère ment lorsqu'elle dit qu'elle n'a pas abusé de ses enfants. En fait, on ne lui demande rien. Donc c'est ça, ce que j'appelle cette méthode. Moi, je voudrais poser une question très courte. On n'arrête pas de nous renvoyer au droit national. Moi, je voudrais savoir, et très sérieusement, pourquoi l'Allemagne est signataire de conventions internationales si elle n'a aucune intention de les respecter. Dans les chartes des droits humains, l'Allemagne a souscrit au principe selon lequel les enfants ont le droit à avoir 2 parents, à voir ces 2 parents. Une interdiction de voir un parent ne doit être prononcée que dans des cas extrêmes où les enfants sont en danger. Alors pourquoi est-ce que l'Allemagne souscrit à ces conventions? Pourquoi est-ce que l'on continue à accepter que l'Allemagne soit signataire? Madame Bergman, je vous en prie. Merci. Alors, il y a une chose avec laquelle je suis entièrement d'accord avec vous. Les enfants, où que l'on soit sur cette terre, ont le droit à avoir 2 parents. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en débattre. Et je crois que sur ce point-là, nous devons notre soutien aux pétitionnaires. Je crois qu'il y a certes ici matière à approfondir l'examen. Les droits des enfants doivent être respectés. Le président. Les interprètes nous permettent de travailler avec l'interprétation simultanée pendant un peu plus longtemps. Nous les remercions d'ailleurs de ce geste. Vous avez demandé la parole. Est-ce que vous voulez continuer en anglais? Nous pourrions continuer en anglais ou en français. Qui souhaite intervenir? Je vais m'exprimer en italien. Alors, les pétitions restent ouvertes, c'est très bien, grâce notamment à l'absence de la Commission qui aurait dû être ici. Vive l'Europe, mais pas l'Europe que j'ai vue aujourd'hui. Une autre Europe, je l'espère. Mais j'espère qu'en 2100, ces pétitions et d'autres auront trouvé une réponse. Voilà. J'ai une chose à dire. Et je vais le dire en allemand, si vous voulez.
Je voulais simplement dire qu'il est tout à fait évident qu'on ait besoin d'en parler, mais il serait utile que vous puissiez participer au débat lorsque l'on dit, comme en Allemagne, nous voulons parler de ce problème avec vous, Madame Bergman. Madame Bergman, mais je dois répondre. Je ne connais pas votre nom. Vous ne m'avez pas invité. En tout cas, je ne suis pas au courant d'une invitation à venir m'entretenir avec vous. Je suis tout à fait prête à vous parler. Tout le monde le sait, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Vous pouvez me contacter, je vais au moins vous écouter. Et puis ensuite, selon ma méthode de travail, la deuxième chose, ce serait de regarder les documents et j'essaierai de trouver les différentes enfreintes au droit européen en matière de protection de l'enfance. Vous devez savoir, il doit savoir que si je dois rester ici, je vais me défendre parce que malheureusement, je suis en retard aujourd'hui et je dois m'excuser tout à fait officiellement parce que j'ai une réunion à 19 h. Malheureusement, je dois vous quitter. Le président, non, nous avons dépassé notre horaire de travail. J'insiste là-dessus. Je vous remercie de ces prises de parole. La pétition reste en examen. Très brièvement, je vous en prie. Je regrette, je voulais répondre à mes collègues, mais dire à Mme Bergman qu'il y avait aussi des cas autrichiens et que si on parle du Jugendamt, c'est qu'il y a des centaines de cas concernant le Jugendamt, ce qui n'est pas le cas dans aucun des autres pays. Dire à M. Wieland, qui n'est plus là malheureusement et qui est parti courageusement avant la fin du débat, que quand on parle de pension alimentaire, je suis d'accord avec lui, mais quand une pension alimentaire entraîne un mandat d'arrêt international alors qu'elle est payée, c'est tout à fait anormal. Voilà, donc merci Monsieur le Président de laisser ces pétitions ouvertes et j'espère qu'on donnera une réponse rapidement aux pétitionnaires quant à l'avis de la Commission. Au nom de la Commission, je voudrais vous demander de nous excuser parce que, même si je ne suis pas la Commission européenne, nous sommes tout aussi déçus que vous. Nous allons transmettre cette requête à la Commission européenne et nous plaindre. Nous allons demander à la Commission européenne de vous écrire individuellement. Moi, je voudrais d'ailleurs le dire officiellement. On va, encore une fois, demander aux autorités allemandes de tenter de résoudre ces différents cas et les nouveaux arguments que nous avons entendus vont être transmis aux autorités allemandes à qui nous allons demander une excuse et en tant que présidence de cette commission, nous allons demander ipso facto que ces lettres soient écrites. Vous le savez, les élections ont lieu le 25 mai, la législature prend fin le 5 mai, c'est donc la dernière réunion de la commission des pétitions, mais dès la prochaine législature, nous pourrons commencer par ce sujet et moi je vais demander au secrétariat d'en prendre bonne note. Merci beaucoup.